ravie de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique, grenier du monde. Et quand on parle du grenier, il y a des grenières avec nous. Merci de les recevoir. Tout de rouge vêtu, c'est Charlotte Liboc. Bonjour, madame. Bonjour, Lady. Merci d'être venue, Charlotte. Vous êtes la promotrice de l'entrepreneuriat agricole. Et puis, l'Afrique, grenier du monde, c'est aussi votre bébé. On va parler comme cela entre femmes, n'est-ce pas? Exactement. À vos côtés, Zéna Barry-Sapin. Bonjour, Zéna. Bonjour, Lady. Fondatrice de Mama Sango Bio, qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble. Merci d'être venue. Merci Et vous à n'êtes vous. pas venue seule. Merci pour la mise en relation, Zéna. En face de vous, c'est Malina ou Adèle Lydie. Messi, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisatrice de salons sur l'Afrique et beaucoup d'autres choses. Les femmes ont 10 doigts seulement, mais elles en font des choses et des choses et des choses. Merci pour votre présence. Et juste à vos côtés, c'est Madame la conseillère en développement économique et nous en avions bien besoin dans cette émission. C'est Irène Lindoubi. Bonjour Irène. Bonjour. Merci encore à toutes les quatre pour votre présence. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, Charlotte. Afrique, grenier du monde, je voudrais vous laisser le soin de le présenter à ceux de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas eu le plaisir de vous voir dans Lady vous écoute, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Oui, ce soir pour la rediffusion. Voilà, Allons-y comme cela. Alors effectivement, Afrique Grenier du Monde, c'est une initiative en fait dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agricole en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est ce continent vraiment porteur en termes de création de richesses en ce qui concerne l'agriculture et en ce qui concerne le secteur agroalimentaire également. L'Afrique regorge de plus de la moitié des terres arables mondiales. L'Afrique a également un potentiel humain qui ne dit pas son nom. Et enfin, l'Afrique a le potentiel hydraulique. Aujourd'hui, il faudrait signaler que les femmes, en tout cas le leadership féminin, est l'un des facteurs clés qui pourrait réellement nous permettre d'impulser cette révolution agricole ô combien importante à la fois pour l'Afrique, mais également pour le reste du monde, parce que nous sommes dans un contexte, disons-le, comment dirais-je, où on a une offre alimentaire mondiale qui est largement inférieure à la demande. Donc il faut réagir, d'où justement la nécessité d'encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales, notamment celles portées par les femmes. Merci pour ces premières précisions. Mais tout de même, Charlotte, dites-moi, est-ce que vraiment toutes les femmes, madame une telle qui cultive 3 tomates et 2 carottes derrière sa maison, va être partie prenante de cela? Est-ce que ça n'est pas un projet qui, encore une fois, hélas, va cibler les grandes exploitations agricoles, à la tête desquelles on sait très bien que se trouvent souvent des hommes? Est-ce que la mécanisation va venir jusqu'à ces petites femmes qui font tout avec un doigt, un trou dans la terre pour planter une graine de quelque chose? Est-ce que vraiment il y a une démarche volontariste en l'endroit de ce public? C'est vrai que le challenge est énorme et c'est vrai que nous, au sein de la plateforme, on a fait le choix de travailler aux côtés de la paysannerie, aux côtés de la femme rurale, parce que c'est elle qui réellement pourrait faire avancer les choses. Et aujourd'hui, on a malheureusement un dispositif au niveau mondial qui met un peu plus l'accent sur l'agro-business. Et nous, personnellement, vu l'expérience qu'on a sur le terrain, celles qui ont réellement besoin d'aide, on va dire ça comme ça, ce sont ces femmes-là, donc et les jeunes également, hein, donc qui ont besoin donc de voir leur capacité renforcée aussi bien en termes de formation qu'en termes d'acquisition du foncier, voilà, donc et également acquisition du crédit. Voilà. Donc autant d'éléments qui ne sont pas à la portée des femmes et qu'il faudrait aujourd'hui plus que jamais activer pour réellement permettre une réelle avancée des choses. Voilà. Alors, on va rentrer dans un cas d'école, hein, juste à vos côtés. Zéna Barry-Sapin, est-ce que vous vous retrouvez dans ce schéma de femmes elles-mêmes travaillant avec d'autres femmes? Car, et on va le dire, vous avez toutes les quatre, même un teint radieux. Est-ce que ce n'est que du karité ou autre chose? On entend dire que le karité, c'est l'or des femmes. Ce sont souvent les femmes qui, avec leurs 10 doigts et pas grand-chose comme machine, le mettent en forme pour que les industriels, les économies et les dames bien sur les plateaux télé puissent en avoir sur la peau. Est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qui vient d'être énoncé? Bien sûr, Lydie, et vous avez bien résumé, le karité, c'est l'or des femmes en Afrique, dans les régions où le karité est produit, bien sûr, et c'est une histoire de femmes surtout.
Parce que moi, je suis issue d'une famille où le beurre de karité est une institution, comme je le dis souvent. C'est depuis des générations et des générations que c'est transmis de mère en fille. Et Mama Sango, c'est le nom de ma grand-mère. Donc, quand j'ai créé la marque, j'ai donné le nom à ma grand-mère. Et le logo, c'est ma maman. C'est vraiment une histoire de fille. Et l'un des déclics qui a fait que j'ai créé Mama Sango, en fait, le beurre de karité, en fait, la production, c'est un boulot de titan, comme je le dis souvent, parce que les noix que vous voyez tout à vos côtés, on va les voir à l'écran, j'en ai quelques-unes. En fait, l'arbre à karité est un arbre qui donne les premiers fruits entre 20 et 25 ans. Donc, ça se cultive pas, ça pousse en fait. On comprend pourquoi c'est la grand-mère qui a planté cet arbre-là et c'est la petite fille aujourd'hui qui vient nous en parler. C'est l'arrière même. D'accord. Et ça pousse en fait dans la nature et c'est un boulot qui est très très dur parce que les noix, dans les périodes d'extraction, oui, les noix tombent, c'est les femmes qui ramassent ces noix. Elles les nettoient, elles font sécher. Et elles mettent les noix dans des mortiers, elles pilent pour récupérer l'amande qui est dedans. Tout est fait à la main, en tout cas le beurre de karité de Mama Sango. Elles récupèrent ces noix, elles mettent dans un autre mortier, elles pilent à la main pour avoir la poudre. Mais ça ne s'arrête pas là, le boulot. Elles barattent ce produit à la main pour obtenir le beurre. C'est vrai que c'est-à-dire pétrir, on va dire, pour ceux qui ne se rendent pas bien compte. Pour obtenir le beurre. Et ce beurre, il faut de l'huile de coude pour avoir du beurre de karité. Beaucoup. J'ai mes petites cousines, j'ai toute la famille, mes tantes, tout le monde le fait. Vous avez mis les mains à la pâte parce que je vois, vous avez des bras là, félins et tout. Je suis née dans le beurre de karité. Je le mets sur la peau, les cheveux, je le mange depuis que je suis née. Pétrir, toute la pénibilité de la tâche de la femme agricole. Je ne vis plus en Guinée. Je vis ici, je vais de temps en temps, mais en fait, c'est plus les tantes. Mais je sais le faire parce que toute la famille, on grandit avec ça. Dans ma famille, quand le bébé naît, après le bain, c'est le premier produit qu'on nous donne à manger. C'est très bien pour le ventre, ça nettoie le ventre et je me reconnais tout à fait dans le développement de ma chère collègue à côté. L'Afrique est donc le grenier du monde. Ça n'était pas qu'une vue de l'esprit. Malina, il faut aider ces femmes, oui. Il faut les aider. Vous avez la parole, Malina. Déjà, vos réactions quant à ce que vous venez d'entendre. Et puis, comment vous inscrivez-vous ou pas du tout dans tout ce qui a été dit? Alors, moi, je me reconnais effectivement dans la partie en fait de travail de l'entrepreneuriat féminin. Par contre, c'est vrai que je vais avoir une autre approche en fait de la vision en fait du grenier d'Afrique, dans le sens où moi j'apporte plutôt une note plus, on va dire plus portée sur le service. Donc moi, à l'origine, je suis de formation commerciale. Et puis, il y a quelques années, donc, je me suis reconvertie. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis dans l'événementiel et dans la décoration événementielle plus particulièrement. Et je me reconnais dedans parce que la femme noire a toujours, en fait, de tout temps créé. Mais son travail n'a pas toujours été reconnu. Et je me fais fi aujourd'hui de montrer qu'on peut être une jeune femme entrepreneur, fière d'être africaine, camerounaise en plus, et surtout de pouvoir montrer en fait qu'on peut faire une prestation de service de qualité et que l'Afrique, c'est pas seulement... l'Afrique a plusieurs identités plurielles. Et la communication, l'événementiel, c'est quelque chose qui nous est propre. Voilà. Irène, conseillère en développement économique, est-ce que c'est seulement par rapport à ce que dit Malina avec qui vous travaillez déjà ou est-ce que c'est déjà en amont par rapport à tout ce qui a été énoncé jusqu'à présent? Ça a été aussi par rapport à ce qui a été énoncé jusqu'à présent. Moi, je suis issue d'une famille où les femmes travaillent tout le temps, que ce soit dans l'agriculture, créent des entreprises, s'occupent des enfants et des maris. Donc moi, j'ai cette image de la femme africaine qui est au travail, matin, midi, soir. Et c'est vrai que par rapport à ce que dit Malina, c'est que son travail est très peu valorisé. Donc, ma vocation est de tout temps, depuis jeune, je veux faire ça, je veux valoriser le travail de la femme africaine et qui passe nécessairement par l'entrepreneuriat. Donc, depuis plus de 15 ans, je travaille sur l'entrepreneuriat féminin, du soutien à la réflexion sur l'idée. Elles ont des idées. Généralement, l'idée est là. Mais c'est comment la transformer en projet et du projet, comment transformer en entreprise. Et ensuite, une fois que c'est une entreprise, c'est comment l'amener à croître.
parce qu'on crée une entreprise pour qu'elle se développe. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les femmes africaines, le message est passé, elles ont compris, elles créent des entreprises. Alors on est passé à la deuxième étape, et là je travaille énormément sur cette étape, c'est comment on développe ces entreprises. Une entreprise, il faut qu'elle... Je vois le talent de Maman Sango, le talent de plein d'autres femmes, il faut qu'à un moment donné, elles arrivent à en vivre. Et pour ça, donc, c'est de faciliter l'accès à des marchés ou de faciliter... comment dire, le financement. Il faut que les affaires marchent. Il faut que les affaires marchent. Il faut qu'il y ait un fonds de commerce. Faut qu'il y ait un fonds de commerce. Les belles idées, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de moyens, il faut en vivre. Il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Alors, je pense que l'Afrique, grenier du monde, c'est un grenier, pas seulement d'activités, c'est déjà un grenier d'initiatives féminines. Si vous êtes d'accord, dites nous sommes d'accord. Ensemble, on va regarder un élément vidéo avant de continuer dans cette discussion. Si vous voulez écrire à nos invités, notre adresse internet s'affiche sous vos regards émerveillés. Lady vous écoute @telesud.com et ces dames prendront la latitude de vous répondre ou pas du tout. D'ailleurs, on regarde. Aujourd'hui, l'assistante vétérinaire Liliane Makossa vérifie la santé des bêtes de Simon. Elle est équipée d'un stylo numérique. Synchronisé avec un téléphone cellulaire, ce stylo permet d'accéder et de transmettre en temps réel les informations. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. Au laboratoire central de Lusaka, on analyse les résultats enregistrés sur le terrain et on élabore des vaccins en utilisant les nouveaux matériels et les logiciels. Les cas de fièvre afteuse sont devenus rares grâce au programme de vaccination pour des milliers de bêtes. Toutes les femmes de la famille Lopez sont aussi membres d'une coopérative agricole composée presque exclusivement de femmes. Leur vie dans la région montagneuse du Cap-Vert s'est nettement améliorée. Avant d'avoir ce barrage, nous n'avions pas beaucoup de terrain à travailler. Maintenant, avec les nouvelles terres irriguées, nous pouvons travailler les champs et les cultiver. Dieu soit loué. Je n'ai qu'à ouvrir le robinet et il y a de l'eau. Pendant des siècles, ces îles venteuses de l'Atlantique étaient à peine cultivables. Les pluies abondantes de la mousson s'écoulaient puisqu'il n'y avait pas de système efficace pour les retenir pendant la saison sèche. Avec l'appui d'un projet de plusieurs millions de dollars, on a trouvé des solutions. On a construit des barrages et créé des réservoirs sur Santiago, l'île principale. Des terres que l'on considérait infertiles ou qui avaient été appauvries par de mauvaises pratiques agricoles revivent grâce aux ouvrages en terre et à des murs en pierre. 90 km² de nouvelles terres agricoles ont été aménagées, de nouvelles cultures de rente introduites et de nouveaux programmes de formation établis. La famille Lopez pouvait se réjouir. Avec la formation que nous avons eue au sein du projet, nous avons appris à mieux travailler. Si nous avions reçu ce genre de formation, nous aurions eu une vie meilleure. Avant, on travaillait dur pour pas grand-chose. Et le retour sur investissement est plutôt encourageant. Selon les chiffres officiels, les revenus moyens dans les régions couvertes par le projet ont augmenté de 50%. Ils atteignent aujourd'hui l'équivalent de 1 900 $ par an. Autre exemple, à Donkorkrom, au Ghana. Avec son entreprise, Prince Osamoa Boteng et son père élèvent des lapins et des zooplacodes, un rongeur très apprécié pour sa viande. En 2005, à l'âge de 20 ans, Prince avait suivi une formation mise en place par le projet dans un centre local. Les participants n'ont pas seulement appris à devenir de meilleurs fermiers et gestionnaires, de stagiaires, ils sont devenus formateurs à leur tour. Dernièrement, j'ai été élu meilleur éleveur de lapins et d'olacodes de la région. Je commence à être connu et les gens viennent me voir pour apprendre comment élever les olacodes. Plus bas sur la chaîne alimentaire, il y a le manioc, un aliment de base pour beaucoup d'Africains. Le tubercule est au cœur du groupe de transformation de manioc de Nana Ansa Akua.
Voilà donc dans les 10 vous écoute cet élément qui représente les actions de la Banque africaine de développement dans l'agriculture et l'agro-industrie. En résonance avec notre discussion sur le plateau aujourd'hui, mesdames, je vous laisse réagir à ce que vous avez vu et entendu. Charlotte. Oui, c'est un excellent reportage, mais il faudrait véritablement souligner que ces femmes-là pourraient, si on leur donnait la possibilité et les moyens nécessaires, elles pourraient, grâce à leur travail, permettre une augmentation de la production alimentaire en Afrique de plus de 20%. Voilà. Donc, ce qui n'est pas déjà propriétaires de leurs terres. Il faudrait qu'elles soient propriétaires de leurs terres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes sont propriétaires à hauteur de simplement 5%, voilà, alors qu'elles assurent plus de 80% de la production alimentaire en Afrique. C'est inacceptable, c'est aberrant. Il faut revoir il faut des réformes foncières, ça prend du temps. Dans un pays comme le Cameroun, on attend depuis 20 ans maintenant. Hein. Donc, il faut véritablement que ça change. Il faut leur donner accès à la formation également. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Il faut dire que quand on veut du changement social, on devient femme politique, même malgré soi, parce que s'il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Exactement. Je vous ai vu venir, Madame la Présidente. Donc, elles n'ont pas accès au crédit. Par conséquent, et en plus, on ne leur donne véritablement pas la possibilité d'aller plus loin. Donc, il y a énormément d'obstacles, en tout cas au leadership féminin, à l'entrepreneuriat. Pourtant, aujourd'hui, je veux dire, c'est tout le monde qui est en accord pour dire que le développement de l'Afrique passera par la femme. Mais c'est une incantation, tant qu'ils n'ont rien mis en pratique pour qu'on voit que ça se passe, on va refuser d'y croire. Alors, je vous laisse, bien sûr, vous avez la latitude, on va faire le tour de table dans l'autre sens d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de ce que le tout n'est pas que d'avoir une bonne idée, mais encore faut-il pouvoir la développer, et c'est aussi cela votre métier que d'accompagner les gens, par exemple vers les financements, parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Alors, effectivement, les financements, c'est nécessaire, mais pour moi, l'entrepreneuriat reste quand même... il faut que les gens obtiennent de l'argent de ce qu'ils ont produit et créé. Donc, le financement... Mais il faut déjà commencer par pouvoir écrire et produire. Oui, produire, mais là. peu importe... Il faut aujourd'hui, ce qui manque à l'entrepreneuriat, enfin en tout cas pour les femmes africaines, c'est d'oser aller sur les marchés et de vendre leurs produits ou services, et pas forcément à ceux dont on a l'impression qu'ils achèteront immédiatement. Voilà, nous on a développé... Les cousines, les copines. Voilà, cousines. Il faut aller, il faut oser, il faut aller, il faut oser aller sur les territoires. Mais oser aller sur les territoires, mais cela ne veut-il pas dire qu'il faille formaliser son activité, et ça peut vite devenir tordu. Autant on a 3 noix de karité en les vend à Zena, et puis elle va faire du beurre de karité, elle va m'en donner la moitié, je l'espère, elle est gentille, et puis c'est tout. Autant si je fais ce que vous me dites, il faut que j'ai un registre de commerce, que ceci, que cela, et que je commence à investir un argent que je n'ai même pas encore. Zena, comment avez-vous fait pour transformer votre projet en réalité? Justement, en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai oublié votre prénom, Charlotte vient de dire, moi je suis en fait plus dans une démarche... Alors, vous l'avez rappelé, il faut être une femme politique pour que les choses changent. Et en fait, moi, j'ai fait mon constat, je n'ai pas besoin d'attendre les politiques pour changer les choses. Moi, je suis dans l'action. C'est facile aussi de dire... Mais l'action sans les moyens, l'action sans les fonds, comment fait-on? Justement, les moyens viennent à nous. Viennent à nous. Oui. Il y a une elles ont méthode des aimants, les dames, là. Attendez. Non, une méthode qui s'appelle le Lean Startup. Et quand vous voyez Facebook aujourd'hui exploser, ils n'ont pas créé d'abord, c'est qu'ils ont commencé d'abord à vendre le Lean Startup. C'est commencer à l'inverse. C'est commencer à avoir un produit au service minimal, commencer à le tester, à le vendre, à avoir ses premiers sous, donc, et ensuite après basculer dans le formel. Voilà. Il faut que les gens aient ça à l'esprit. Un marché à la dimension de sa réalité. Alors, commencer petit, si j'entends bien ce que Madame la conseillère en développement économique a dit, et développement personnel, le lapsus révélateur d'ailleurs, il faut commencer petit. Mais il faut voir grand. Mais il faut voir grand. C'est pas parce qu'on a commencé petit qu'on va vendre aux copines. Il faut aller vraiment là où on vend. Tout à fait. Il faut oser, oui. Il faut oser. Vraiment. Qui vous a jeté dans l'eau ou ça fait plouf tout seul? Non, ça n'a pas fait plouf. C'est vrai que ça faisait un moment que cette petite idée de me rendre utile, en tout cas, trottait dans ma tête. Et en tant que commercial, bon, je savais que j'avais déjà les contacts, donc c'était quand même un peu plus facile pour moi de me jeter à l'eau. Mais je dis que dans la vie, il faut avoir du culot. Il faut avoir du culot parce que quand on n'en a pas, eh ben, malheureusement, on n'a pas les portes qui s'ouvrent. Il faut savoir de temps en temps casser les briques, défoncer les portes et ne pas avoir peur en fait. Parce que la pire chose en fait que l'on puisse avoir, c'est un refus.
Et le Voilà. pire des Et choses, le c'est de refus rester dans d'emploi. cette situation de précarité, je crois. Tout ce qui risque, c'est que ça marche. Tout ce qui risque d'arriver, c'est que ça marche. Et je rejoins Madame dans ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, ce qui nous manque à nous, ce qui manque à certaines femmes, c'est cette capacité d'oser. Et pourtant, on est audacieuse, bon sang. Oui, mais sur le terrain connu. Tout à fait. On est audacieuse dans la file de vente privée pour voir ce qui va être sortir de ces zones de confort. Voilà, c'est vrai. On a développé justement un programme. Donc, alors moi, je suis membre d'une organisation qui s'appelle Human, et on a développé un programme qui s'appelle Parrainons la croissance. Et Parrainons la croissance, c'est qu'on va partir de la force et de l'intelligence collective des femmes, parce que chacune, on a son petit projet, on a son petit machin. Disons qu'on s'appuyant sur la force de toutes, on va aller explorer les marchés, en fait. Les marchés. Aujourd'hui, on n'ose pas aller sur les marchés. On n'ose pas aller prendre les places. Les places sont à prendre. Hein. Surtout que l'entrepreneuriat, en tout cas la place du marché. Des femmes africaines, elles ont quelque chose d'exceptionnel, c'est que c'est sur un secteur de niche qui est le bio. Tout est fait. Tout est fait de manière équitable. Équitable pour les utilisateurs. Alors, pour ne pas l'oublier, vous avez quand même un agenda à nous annoncer. Il se passe quoi, quand et où? On l'a en affiche d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, l'événement qui fait partie donc, du programme Parrainons la croissance s'appelle Ethno Bazar. Donc, c'est un rassemblement en fait de créateurs ou créatrices plus particulièrement qui viennent un peu de tous les continents et qui proposent donc à l'occasion des fêtes de Noël donc leurs produits cosmétiques, beauté, accessoires, tout ce qui va valoriser en fait l'artisanat fait main évidemment, donc par les femmes. Et donc ça va se dérouler donc le 14 novembre, donc c'est-à-dire samedi prochain. Incessamment sous peu. N'est-ce pas? Et donc au 66 rue Jean-Jacques Rousseau, dans le 1er arrondissement, au Salon du Louvre. Et bien évidemment, on attend beaucoup de monde. J'espère que vous prenez des notes. Hein. C'est donc 56, vous avez dit 66. Si je suis la première à ne pas prendre de notes, ça ne va pas le faire. Au Salon du Louvre. Au Salon du Louvre, n'ayez pas peur. Même si c'est vitré, laqué, tout ça, vous avez le droit de rentrer et de dire c'est où est-ce que ça se passe. Parce que des fois, il y a des lieux comme cela, on passe devant, on donne même rendez-vous devant, mais on n'entre jamais en se disant c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Mesdames et messieurs, on va commencer à amorcer notre atterrissage. Zena, je voudrais vous laisser quand même nous dire comment vous avez... Parce que c'est bien de nous dire, ouais, il faut oser, mais vraiment, entre le courage que l'on a de braves femmes et la marque, parce qu'une marque, c'est un certain nombre de choses, il faut déposer à l'Institut national de la propriété intellectuelle, il faut commercialiser, il faut faire de l'emballage, il faut conditionner. C'est beaucoup de boulot. Je vous l'accorde. Vous êtes riche? C'est vrai. Non. Non. Alors, il y a une chose qui est très importante que je rappelle souvent quand parce que je travaille avec 100 000 entrepreneurs. Donc, je vais dans des établissements, des écoles, des universités, en fait, pour faire passer le message, justement, que les jeunes aussi peuvent entreprendre. On peut au moins essayer de créer déjà son propre emploi. Et donc, en fait, il y a une chose qui est très importante. C'est vrai, créer une marque de cosmétiques bio en France, la législation, c'est très compliqué. Et en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas que notre force. On a nos forces, mais il faut se dire qu'il y a des gens avec lesquels on peut mutualiser le travail pour avancer. Moi, quand j'ai eu l'idée, Mama Sango, je suis avocate de formation, donc je savais ça aide, hein, pour négocier quand même. Oui, mais Lydie, écoutez, écoutez-moi. Oui. Pour faire les démarches réglementaires, pour faire tout ce qu'il y a comme paperasse, pour rentrer dans les clous, pouvoir travailler avec les médecins comme je le fais, pouvoir travailler avec les pharmacies et être distribué dans des pharmacies comme je le fais, pouvoir être sur des salons, parce qu'il y a des salons, on n'y va pas comme ça, il y a des autorisations qu'on demande, est-ce que c'est des produits qui sont audités, est-ce que c'est bien fait dans un labo comme il faut? Est-ce que c'est pas fait dans la case derrière la maison? Oui, mais ça, c'est pas possible chez Mama Sango, puisqu'on travaille avec des médecins, des pharmaciens, et en fait, du coup, moi, j'ai mutualisé tout ça. J'ai mis mon mari à contribution, qui est informaticien. Ça, c'est un mari, non, ou pas hein? Exactement. Normalement. Donc, le site Internet, la mise en page, je rédige tous les textes, c'est lui qui fait tout ça. Et je travaille avec une équipe pour formuler les produits. Il y a des aromathérapeutes, des pharmaciens, des médecins. En fait, il faut oser. Franchement, j'ai toujours fonctionné comme ça. La seule chose que la personne en face puisse me dire, c'est non, j'ai pas envie. Ou... Voilà. Alors, une minute, Charlotte, je vous la donne, la minute.
Votre mot de la fin, y a-t-il une actualité, un événement, une rencontre? Qu'est-ce qui est prévu? Nous sommes sur le terrain, on travaille sur le terrain, donc pas d'actualité au niveau public. Je voudrais juste terminer en saluant l'initiative de Zena qui symbolise réellement ce que nous faisons, à savoir une mise en relation entre la paysannerie et le reste, et le monde entrepreneurial, voilà, tout simplement parce que Zena, sa matière première, en fait, est produite par des villages de ma maman et de ma grand-mère. Voilà. Donc, et c'est ce que nous devons, en fait, retenir. C'est ce que nous pouvons faire, en fait. C'est-à-dire, Zena vit en Europe, elle travaille avec les femmes d'Afrique, donc c'est l'exemple type que c'est possible. Donc, c'est passons à vraiment l'action. possible. Je voudrais qu'on termine rapidement en regardant les photos en jaune. Là, c'est la paysannerie là, dont vous nous parliez, sur le terrain, car il y a des mamans et des grands-mères partout. On va regarder ce qu'elles font. Souvent, elles sont en coopérative, en GIC, en association, en groupement de quelque chose. Et elles travaillent beaucoup. Les macaps, hein, ça c'est du caviar. Hein, au Pays-Bas, ça, le macabo. Et j'en oublie. Je voudrais vous remercier toutes les quatre d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous espérons, madame, que cela vous a donné envie de mûrir la réflexion et de passer à l'action. Il faut faire plus. À un moment, il faut cesser de réfléchir, il faut le faire. L'Afrique, c'est le grenier du monde, pas seulement pour des choses que l'on va manger, mais c'est aussi un grenier d'initiatives de femmes. Rendez-vous dans notre programme prochain. Merci encore. À demain. Merci Lydie.